Quand on va, les mœurs changent et les coutumes de même. Poste ne donne pas les ondes courtes, il est dénommé. Radio Genève. 535, toutes ondes à multi-inductance. Radio Lausanne présente du spectacle, de l'émotion, de l'action, de l'histoire. L'horloge de sable, Christian Tchoka. Et Marc Frochot à la réalisation, bonjour. Son nom était jadis une institution genevoise à lui tout seul. En 2015, année faste, on fête les 150 ans de sa naissance, le 6 juillet 1865, le centenaire de son institut et les 65 ans de sa mort, le 1er juillet 1950. L'Institut Jacques Dalcroze diffuse en effet dans la cité de Calvin, mais aussi au loin, les idées éducatives du bon maître. Son nom complet, Émile Jacques Dalcroze, est depuis des décennies un boulevard genevois, mais la pratique musicale du compositeur a cheminé sur d'autres sentiers, comme Blaise Dupaquier va nous le démontrer dans sa rubrique Inouï du mois, plutôt rythmée. Merci de nous avoir rejoints, nous allons sautiller, chantonner, révolutionner la pédagogie, libérer les corps, tout en restant un brin conservateur jusqu'à 15h, soyez les bienvenus. Nous pouvons remonter encore plus loin dans le passé. La rubrique Inouï. Il y a eu le soulier. J'ouvre une de ces boîtes. Une pépite de Blaise Dupaquier. De nouveaux devoirs nous guettent. Nous devons nous frayer de nouveaux chemins. Il s'agit non seulement d'éduquer les petits hommes de demain, mais aussi de nous rééduquer nous-mêmes, de nous concentrer, de prendre possession d'une force nouvelle, de réaccorder nos fibres sensitives, d'oublier les choses laides pour ne plus penser qu'aux belles, et d'harmoniser nos corps, nos âmes et nos esprits pour mettre les générations futures à même de reconstruire ce qui a été détruit, de reconsolider ce qui a été ébranlé, de rétablir la confiance générale et de réinstaller un amour ferme, souriant et paisible dans tous les esprits, dans tous les cœurs des citoyens et dans l'âme multiple de notre pays bien-aimé. Tu m'as dit d'aimer, j'obéis. Mon Dieu, protège mon pays. Mais qui a dit que les Suisses n'avaient pas la fibre lyrique? Bonjour Blaise Dupaquier. Bonjour Christian. Vous n'avez pas de petite moustache belle époque avec les pointes tournées vers le haut, ni une barbe à la royale. Vous n'avez rien de tout cela et néanmoins nous allons parler d'un homme que l'on vient d'entendre, certainement dans la période de la Deuxième Guerre mondiale, Émile Jacques Dalcroze, qui aimait tant son pays, c'est-à-dire un peu le nôtre. Bien sûr, mais je dois dire que moi, ça m'émeut aussi quand j'entends ça. C'est peut-être parce que je deviens un peu vieux, puis un peu nostalgique et tout. C'est des chansons allons. Non, c'est des chansons qu'on a apprises quand on était enfant. Et puis c'est le côté quand nous étions petits enfants. Donc c'est quelque chose qui parle à l'âme, au physique et au corps, et qui nous rappelle que quelque part il y a ce Jacques Dalcroze qui a été effectivement mythifié, mais peut-être pas de la bonne façon, parce que à l'évocation du nom de Jacques Dalcroze résonnent encore justement ces chansons poético-patriotiques, ces comptines pour enfants, mais il y a aussi ce souvenir de la rythmique que nos institutrices avaient un peu adapté dans les salles de gymnastique, dans les écoles primaires. Et cette rythmique, en fait, a été une révolution dans l'appréhension de la musique et dans la pédagogie de la musique. Et ça, c'était important. Et dans les années 1910, lorsque Jacques Dalcroze développe cette méthode,
C'est une vraie révolution pédagogique et tout le monde s'y intéresse, à tel point qu'on lui fera des ponts d'or pour développer cette méthode dans des lieux adaptés. Adapté, nous le verrons, c'est notamment les 100 ans de la création de l'Institut Jacques Dalcroze à Genève. Mais ce vieux monsieur, dans les années 40, parlait, il s'agit de cultiver les petits hommes. Non pas des nains de jardin, c'était pas du tout son domaine. C'est pour ça que nous avons besoin de votre mémoire, Blaise Dupaquier, car Émile Jacques Dalcroze a au moins connu 2 vies. Une vie de compositeur avant le développement de sa méthode éducative, pédagogique pour ces petits hommes, c'est-à-dire pour les enfants, la rythmique. La rythmique, mais justement qui lui a fait un peu délaisser la composition, mais pas tout à fait, parce que il a toujours continué de composer. Il faut comprendre aussi que Jacques Dalcroze a non seulement étudié la composition avec les plus grands, avec Anton Bruckner à Vienne, avec Léo Delibes et Gabriel Fauré à Paris, et puis suite à cela, il a composé une œuvre musicale importante que l'on redécouvre aujourd'hui. Mais pourquoi on la redécouvre seulement maintenant? C'est parce que lui-même ne la faisait que peu jouer, ne la fait que peu éditer, parce que pour lui, la pédagogie était devenue quelque chose de plus important. Et puis, parallèlement à cette pédagogie, dans sa deuxième partie de carrière, il a composé toutes ces chansons qui font partie maintenant du patrimoine helvétique, enfin roman surtout, et même français, puisqu'il y a des élèves français qui chantent des chansons de Jacques Dalcroze aujourd'hui encore. Il me souvient, également dans mon enfance, à l'école primaire, d'avoir chanté Petit oiseau sur sa branche. Il y a d'ailleurs, paraît-il, un petit oiseau qui est là dans le studio, qui semble siffloter. Je ne sais si vous l'avez entendu au casque, Blaise Dupaquier. Il va nous accompagner et accompagner Monsieur Jacques Dalcroze. Le long, il faut bien le dire, de documents très abondants, car on oublie une dimension importante quand on parle de Jacques Dalcroze, c'est qu'il était également un grand causeur radiophonique. Alors ça, c'est la 3e dimension de Jacques Dalcroze, puisque Jacques Dalcroze, après avoir fondé son institut en 1915, devient une figure romande importante. Et Radio Genève, qui avait les oreilles bien ouvertes, s'est approché de lui très rapidement dès 1935 pour demander à Jacques Dalcroze de faire des causeries radiophoniques. Et on en a toute une série. Dans ces causeries, Jacques Dalcroze aborde tous les sujets, mais tous les sujets finalement reviennent quelque part à la musique, à la pédagogie, et puis surtout à son amour presque immodéré pour l'enfance. Manière de nous dire que nous nous occupons sur les ondes d'Émile Jacques Dalcroze depuis fort longtemps. Et il y a 20 ans, je crois, Blaise, un grand portrait lui avait été consacré par Ruth Sheps, qui voulait en savoir un peu plus sur cette pédagogie particulière, manière de la redécouvrir à la fin du XXe siècle. Voilà, elle a voulu en savoir beaucoup plus. C'est une très belle émission où non seulement elle s'intéresse au personnage, mais aussi à son histoire, à ses différentes facettes, et où elle va interroger un certain nombre de spécialistes de ce personnage étonnant. C'était Le Son des choses, le 20 décembre 1994, en compagnie de l'historien et écrivain Alfred Berchtold, grand spécialiste d'Émile Jacques Dalcroze. Émile Jacques Dalcroze, Monsieur Jacques pour ses élèves, est connu aujourd'hui surtout en tant que créateur de la méthode de gymnastique rythmique, toujours enseignée à l'Institut qui porte son nom à Genève. Mais s'il consacra à la rythmique l'essentiel de sa vie, il fut aussi un compositeur original et fécond, non seulement de chansons qui sont entrées depuis lors dans le folklore roman, mais aussi de grandes œuvres, qu'elles soient chorales, comme le Festival vaudois de 1903, ou scéniques, comme la Fête de juin de 1914, représentée à Genève à l'occasion du centenaire de l'entrée de cette ville dans la Confédération helvétique. Créateur passionné, pédagogue inspiré et lutteur infatigable, Émile Jacques Dalcroze nous laisse en héritage, plus encore que des œuvres et une méthode, la possibilité de penser ensemble la musique, le mouvement, le théâtre et la lumière. Alfred Berchtold, historien culturel de la Suisse romande, auteur d'une biographie d'Émile Jacques Dalcroze. Ce petit Vaudois est né à Vienne.
la ville du rythme, où tout était rythme, où tout jusqu'aux enterrements était spectacle. Et le petit Viennois d'adoption, il écoutait, il voyait Johann Strauss diriger ses valses en plein air, et un jour que derrière Johann Strauss, il battait la mesure, il y a ce moment où Strauss, l'illustrissime, se retourne, voit ce petit garçon et dit à ses parents, ce petit garçon sera un grand musicien. Et plus tard, il y aura de nouveau Vienne, lorsque Jacques Dalcroze sera l'élève du grand musicien et du personnage très pittoresque qu'était Bruckner. En 1873, les Jacques Dalcroze viennent s'établir à Genève. Le jeune Émile y fréquentera le collège, dont il supportera plutôt mal la rigidité éducative. Alors Jacques Dalcroze, à côté de ses études plus ou moins heureuses au collège, étudie la musique et il participe aux représentations d'une société d'étudiants florissante à l'époque, à laquelle Jules Romain devait dédier ses copains, la société de belles-lettres, et cette société le dénoue. Il se sentait timide, il se sentait constipé, et voilà qu'il doit jouer en public, qu'il doit chanter en public, et il sera un remarquable improvisateur. On le verra plus tard à Paris improviser au Chat Noir en prenant une critique littéraire du pontife de la critique Paul Soudet et en interprétant cette critique du Temps peut-être ou d'un autre journal très grave à la manière d'un chansonnier. Vous savez même qu'on l'a vu faire quelques pas aux Folies Bergères et qu'à Paris, pour gagner quelques sous, il était engagé dans la claque de la Comédie Française, mais lorsqu'il entend Mounet Sully rugir « Oui, je viens dans son temple adorer l'Éternel », au lieu de claquer, il siffle et se fait naturellement renvoyer. On ne l'avait pas payé pour siffler les acteurs. Il y a donc un mélange de gravité, d'inquiétude et de goût de la farce, de goût de l'improvisation. Il rencontrera à Paris quelques grands musiciens, il en rencontrera aussi dans la province française, Fauré, Delibes, et puis il se rendra à Alger, et là les rythmes syncopés de la musique arabe vont l'impressionner très fort. Et puis ensuite, il retournera à Vienne, et là, Bruckner l'appellera Der dumme Franzose, mais il fera des études dont il gardera tout de même un bon souvenir. On le reverra à Paris, n'est-ce pas, auprès d'un théoricien de la musique, Mathis Lucy, d'origine helvétique aussi, et le voilà appelé au Conservatoire de Genève en 1892, en 1892, et maintenant, il se trouve pédagogue. Oui, ça se passe comme ça à l'Institut Jacques Dalcroze de nos jours. Cet institut qui sera très présent lors des fêtes de la musique à Genève, 20 et 21 juin, pour démontrer l'année du centenaire, tout ce que l'on doit à la pédagogie du bon maître qui devient donc, comme le rappelait Alfred Berchtold à l'instant, pédagogue en 1892. Cela dit, c'est sa première période, Blaise Dupaquier, et dès lors, on voit encore Jacques Dalcroze se passionner pour la musique de son temps.
Exactement. Il y a cette double enseigne, en fait, chez Jacques Dalcroze. C'est que, d'abord, il aimerait être compositeur, et il compose, effectivement. Mais ensuite, en entrant au Conservatoire de Genève, il constate que la pédagogie musicale est plus du tout adaptée. Et là, il a un vrai sentiment de révolte, c'est-à-dire en se disant, mais enfin, qu'est-ce que on apprend à nos jeunes musiciens? Ils ne comprendront pas la musique comme ça ne va pas, il faut trouver autre chose. Et ça, ce sera cette approche d'une nouvelle pédagogie musicale, justement, qui est fondée sur la musicalité du mouvement. Donc il ne faut pas confondre, on n'est pas en train d'apprendre aux élèves à danser, mais à comprendre la musique d'une façon corporelle et physique. Et ça leur apprendra, à être musicien plutôt que danseur. Donc après, on retourne vers l'instrument, mais avec cette conscience corporelle, physique de la musique, qui donnera un élan tout à fait différent à la façon dont on jouera les morceaux. Sans jouer de clichés qui sont toujours un peu faciles pour cerner en peu de mots un personnage, peut-on quand même dire que Émile Jacques Dalcroze, qui est né à Vienne, mais qui a vécu une grande partie de sa vie à Genève, était resté un peu calviniste, et que sa révolte que vous indiquiez tout à l'heure, c'est aussi une révolte contre sa nature de calviniste? J'ai pas vraiment cette impression, puisque finalement on lui offrira des ponts d'or pour aller à Elrau, en Allemagne, dans un contexte de libération corporelle, justement, qui va mener quelque part à la Gestalt-thérapie. Donc c'est quelque chose dont il s'extrait, le calvinisme. Et puis, si après le début de la Première Guerre mondiale, il doit retourner à Genève, c'est pour y retrouver les calvinistes, mais c'est pour aussi essayer de faire sauter un peu le carcan calviniste. Bien sûr, il est d'une famille de pasteurs, mais il a épousé une catholique. Et puis, de cette façon-là, il a une vision très très ouverte. D'ailleurs, les choses religieuses ne l'intéressent que peu. Ce qu'il veut, c'est le développement harmonieux de l'être humain, et spécialement des enfants. Donc, il a épousé la musique, pourrait-on dire aussi, et c'est ce qu'on va découvrir sans doute toujours, je crois, Blaise, dans cette très belle émission, Le son des choses, avec Ruth Sheps. Dalcroze devient un phénomène. C'est un phénomène, effectivement. C'est très étonnant. Ça, on l'a un peu oublié aujourd'hui. Mais suite au succès fulgurant de sa méthode rythmique, tout le monde s'approche de lui. Les musiciens, les danseurs, les penseurs. Et ça crée un Jacques Dalcroze quasiment superstar. Et on écoute Marie-Louise Bablet, qui a édité les œuvres complètes d'Appia, Adolphe Appia, que l'on retrouvera tout à l'heure, grande connaisseuse également d'Émile Jacques Dalcroze, au micro donc de Ruth Sheps en 1994. C'est un phénomène Dalcroze, c'est-à-dire que Dalcroze drainait son public, il l'électrisait, on peut dire, et il a participé à des congrès musicaux à partir de 1905-1906, notamment 1906 en Allemagne. Et à partir de ce moment-là, si on étudie la presse en Allemagne, on voit que toutes ces expériences, puisqu'il a déjà parlé de la rythmique en 1906, toutes ces expériences ont intéressé notamment les professeurs de musique. Et c'est, je crois, surtout à eux que l'on doit ce succès. Jacques Dalcroze, à partir de 1906, a organisé ce qu'il appelait des cours normaux, c'est-à-dire qu'il voulait initier les professeurs suisses, et d'abord suisses romands, suisses allemands et étrangers, mais surtout les Allemands qui sont venus en masse. Il a organisé des cours normaux pendant les vacances, c'est-à-dire 15 jours de cours où il initiait les gens à la rythmique. En plus des leçons, des cours de rythmique, d'harmonie, de solfège, etc., il avait une conférence par jour, dans lesquelles il initiait le public au développement du corps, à la transformation, si vous voulez, de l'enseignement musical. Cours en été 1906, où il y avait une soixantaine de personnes. À partir de 1907, 8 et 9, il y en a eu pendant 4 ans. Là, le public a augmenté jusqu'à arriver à 160. Ce qui était déjà bien suffisant. Et c'était amusant parce qu'il faisait évoluer les gens, les dames en robe, souvent en chapeau, quelquefois avec leurs gants. Même les élèves, d'ailleurs, devaient avoir des vêtements de ce genre dans les manifestations publiques. Mais après, cela a bien changé. Oui, cela a changé, sous l'influence notamment de l'Allemagne. Et à ce moment-là, on a mis des collants. Mais les collants étaient réservés souvent pour des présentations en petit comité
Et certains parents n'ont pas voulu que leurs enfants fassent de la rythmique à cause de la tenue. Oui, c'était scandaleux à l'époque. Oui, c'était scandaleux d'avoir des jambes nues, des pieds nus. Les jeunes filles devaient toutes avoir des bas et seules les petites filles pouvaient avoir les jambes nues. Et les autres devaient avoir, donc les jeunes femmes devaient avoir des bas, des sandales et des robes. Des robes qui étaient des robes, disons, qu'on appelait Reformkleider en allemand. C'était des vêtements où le corps de la femme était à l'aise. Ce n'était plus, donc on s'était libéré. Il y avait tout un mouvement en Allemagne et c'est pour ça que ça a correspondu, si vous voulez, le succès en Allemagne est dû au fait qu'il y a eu tout un mouvement de réforme de la vie, d'hygiène de la vie. Et les vêtements en faisaient partie. Alors, le succès des Dalcroziens, c'est aussi dû au fait qu'ils entraient dans ce mouvement de transformation et de réforme. Parce qu'à Genève, à l'époque, on était encore très calviniste. Et corsetées, les femmes étaient corsetées? Oui, oui. Les premières apparitions de rythmiciennes, justement sans corset, à l'époque, il n'y avait pas de soutien-gorge. Il y avait tout un art de maintenir la poitrine avec des épingles, etc. Mais ça a été un événement assez révolutionnaire. 4, 5, 6. Eh bien voilà, nous commençons notre petite rythmique dans cette horloge de sable avec vous, Blaise Dupaquier, et surtout Émile Jacques Dalcroze, dont nous célébrons les 150 ans de la naissance, les 65 ans de la mort et les 100 ans de son institut genevois. C'est dire. Et là, on se rend compte que cette rythmique qui nous paraît si naturelle et si intégrée à la culture enfantine était une vraie révolution. C'était une révolution, mais justement, comment est-ce qu'elle est décrite? Jacques Dalcroze a écrit plusieurs ouvrages qu'on peut trouver en bibliothèque, mais qui sont malheureusement épuisés dans le commerce, sur la définition claire de sa méthode pédagogique. J'espérais évidemment que dans ses nombreuses chroniques radiophoniques, il s'en explique plus clairement. Malheureusement, il part vers des sujets très divers, avec humour, il se balade dans les sujets du temps, etc. Mais j'ai quand même retrouvé une archive très ancienne qui date à peu près de 1935, où Jacques Dalcroze explique lui-même le départ, pas le fondement, mais l'idée première qui a présidé à la définition de sa pédagogie rythmique. Mes chers auditeurs, je vais traiter aujourd'hui un sujet qui m'est cher, mais je ne cache pas les difficultés qui se présentent dès que l'on tente d'expliquer des actions dont l'exécution demande des expériences personnelles. Si au cours d'une causerie d'un quart d'heure, vous tentez d'expliquer le jeu du bridge à des personnes qui n'ont jamais touché une carte, vous êtes certain de les ennuyer ou de leur faire mal à la tête. Il en est de même du football. La description des extraordinairement captivantes performances des joueurs ne peuvent pas intéresser complètement, ou de même ne peuvent intéresser complètement que ceux qui ont plus ou moins pratiqué ce sport. Or, la rythmique dont je vais vous parler, la rythmique est une expérience personnelle. C'est en donnant des leçons de musique que j'ai senti la nécessité de créer un système d'éducation spécial pour les élèves ne possédant pas le sens du rythme. Les apprentis pianistes savent jouer, presque tous, en mesure, mais ils ne ressentent que rarement dans tout l'organisme l'influence des mouvements rythmés. Ils n'accentuent la musique qu'avec les mains.
mais parce qu'ils n'éprouvent pas les émotions qui l'ont créé. D'autre part, il arrive que s'ils les éprouvent, ces émotions, ils ne peuvent qu'avec effort les réaliser parce que leurs facultés nerveuses et musculaires ne sont pas naturellement équilibrées. Émile Jacques Dalcroze par Émile Jacques Dalcroze, ça tombe bien, une de ses très nombreuses causeries radiophoniques, Radio Genève, dans les années 35-40, c'est là qu'il fut très très présent, cette petite voix un peu fluette, alors que le bonhomme était plutôt corpulent, moustachu, on l'a dit, ça c'est sûr, très familier des Genevois, mais déjà très installé, une personnalité de la cité de Calvin, Blaise Dupaquier. Une personnalité, une référence romande aussi, puisque déjà à cette époque-là, ces chansons se sont disséminées dans le public et tout le monde connaît évidemment Jacques Dalcroze. Évidemment, cette petite définition de la rythmique est bien brève, mais ça indique bien une chose, c'est que la rythmique dalcrozienne n'est pas de la danse, ni une hygiène corporelle, mais elle peut conduire aux deux. Mais c'est surtout une manière de comprendre la musique qui s'adresse aux musiciens. Elle implique l'écoute, le mouvement, le réflexe, une certaine porosité physique de la musique, mais aussi le sens de l'harmonie et de la mélodie, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc cette découverte du corps confronté à la musique participe d'un mouvement de pensée qui se développe dès la fin du XIXe siècle et qui vaudra à Jacques Dalcroze certaines résistances de la part d'une société encore un peu corsetée, je dirais. C'est exactement le mot, je crois. Voilà. Et puis ensuite, il y aura aussi des accusations. On dira, voilà, les Dalcroziens, c'est une sorte de secte dans laquelle on peut pas rentrer, qui sont ésotériques, etc. Ce qui est absolument faux, puisque en fait, cette méthode-là, elle est purement laïque, elle est purement artistique. Mais souvenez-vous du procès qui a été intenté à Freud et à Jung quand ils n'étaient pas encore irrémédiablement séparés. On accusait cette société psychanalytique également de pratiques ésotériques, obscures. Ils portaient une bague, ce qui était un signe de ralliement. Et tout ça, évidemment, devait cacher quelques complots, bien sûr. Oui, mais bien sûr, on est dans les mêmes années. Et puis effectivement, l'allure physique de Jacques Dalcroze, avec son côté dandy, son côté assez excentrique, pouvait aussi éventuellement effrayer les bonnes âmes genevoises. Mais il est vrai, il faut le rappeler, Blaise, que Dalcroze avait passé par l'Allemagne. Vous avez donc situé son séjour 1911-1914 à Elora, en Allemagne, où là, il y a eu, de sa part, une ouverture quasiment révolutionnaire, en tout cas en phase avec les méthodes et la créativité la plus avancée de son temps. Oui, et puis c'est là qu'il y a cette fameuse rencontre avec Adolf Appia, puisqu'en fait, des mécènes allemands lui construisent une Festspielhaus à Elrau, qui est près de Dresde. Là, il va se passer non seulement ces cours de rythmique, mais aussi des spectacles où se preste toute l'intelligentsia européenne. On a Ansermet, on a Georges Bernard Shaw, Nijinsky. Je veux dire, c'est quelque chose. Paul Claudel. Paul Claudel qui débarque là-bas. C'est une chose très très étonnante, une expérience absolument nouvelle. C'est Adolf Appia qui crée tout l'intérieur du Festspielhaus. On rappelle juste que Adolf Appia, c'est le plus grand metteur en scène, c'est aussi un vrai concepteur du théâtre d'avant-garde. Exactement. Donc ça montre bien à quel point on se trompe lorsqu'on parle de Jacques Dalcroze comme un vieux réactionnaire qui a écrit des chansons paysannes pour son beau pays. Il a été à un moment donné à la pointe de l'avant-garde et ma foi, cette expérience, elle sera interrompue par la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, Dalcroze revient à Genève et c'est là qu'il continuera sa carrière dans l'institut qu'il a créé en 1915. Donc on pourrait dire qu'il y eut le grand cercle de la créativité et des idées bouillonnantes dans cette Allemagne qui, évidemment comme toute l'Europe, est soudain obscurcie par la Grande Guerre. Le retour, ou on pourrait peut-être l'imaginer, Blaise Dupaquier, une sorte de repli sur Genève où dès 1915, centenaire de l'Institut, il développe sa méthode. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les petits Genevois ont pu recevoir et apprécier cette méthode. Voilà, et puis pour l'éclairer, moi je vous propose d'écouter Daniel Reichel, le fils du compositeur Bernard Reichel, qui a bien connu Jacques Dalcroze, et qui nous éclaire sur cette dimension pédagogique de la rythmique dalcrozienne. Veux-tu
fils de Bernard Reichel, l'un des proches de Jacques Dalcroze, Daniel Reichel, lui-même chef d'orchestre et homme de théâtre, se souvient. Mon premier souvenir est assez extraordinaire, parce que je n'ai jamais très bien su ce qui s'était passé. C'était comme un rêve. Je suis arrivé, j'avais peut-être 5 ans, peut-être moins, à l'institut. Je tenais la main de ma mère, et j'ai vu un monsieur avec un sourire extraordinaire bondir de son siège du piano où il était en train d'accompagner des évolutions d'élèves, venir vers moi, me prendre par la main aussi, et m'emmener sur un immense escalier, le fameux escalier d'Appia, et me demandant tout de suite si j'aurais le courage de sauter une marche. Et alors c'est ce que j'ai fait, parce que évidemment un petit garçon c'est sportif, et puis ça sait sauter d'un mur ou d'une marche d'escalier. Et il m'a tout de suite dit, tu vois, tu as fait maintenant, quand tu montais une marche, tu as fait un demi-ton, maintenant tu as sauté une marche, tu as fait un ton. Et c'était le début d'une pédagogie qui a enrichi toute ma jeunesse et qui m'a permis de devenir non seulement musicien, je crois, mais très friand de tout ce que comporte la vie d'un artiste, c'est-à-dire le théâtre. Le théâtre dans tout ce qu'il a de meilleur, la synthèse de tous les arts. Vous vous considérez vous-même comme quelqu'un de dalcrozien, si on peut dire ? Je crois que Jacques Dalcroze lui-même n'aimait pas beaucoup ce terme de dalcrozien, parce que on a une idée de barrière, n'est-ce pas ? On s'enferme, une secte. Non, quelle horreur, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui ont cru devoir défendre une idée dalcrozienne contre d'autres personnes qui disaient mais non, c'est pas de la vie, c'est autre chose, la vie artistique c'est autre chose, on ne peut rien apprendre chez Jacques Dalcroze, ça n'a rien à voir avec une technique de ballet, etc. Les gens voulaient toujours séparer tout. Non, son idée c'était de réunir, au contraire, d'harmoniser, d'unifier l'être humain. Et je crois que c'est l'homme le plus généreux que j'ai rencontré parmi mes maîtres. Et tous les maîtres que j'ai eus aussi, qui étaient pour d'autres disciplines que la musique, le solfège, l'harmonie, la rythmique. Je pense à des maîtres de violon ou des maîtres de théâtre, etc. Très souvent étaient comme éblouis quand ils comprenaient ce que Jacques Dalcroze avait pu amener, avait pu donner dans la vie artistique de notre pays ou d'ailleurs. Je crois que c'est tout à fait international, il n'y a pas de frontières. Oui, c'est une chanson qu'on voulait placer, très innocente, Blaise Dupaquet. Innocent, c'est ce qui ne nuit pas, au sens latin du terme. Cette innocence perdue dans l'enfance, à laquelle Émile Jacques Dalcroze était si attentif. On pourrait même dire presque exclusivement attentif par rapport aux fureurs du temps, Première Guerre mondiale, dont il n'a jamais parlé. Mais était-ce une manière de répondre à la catastrophe de son temps? Oui, mais voilà, justement, l'innocence des enfants, on peut la mettre en doute. En fait, on pense que les enfants savent tout, mais simplement qu'ils ne l'ont pas encore découvert. J'ai l'impression que cet amour des enfants de la part de Jacques Dalcroze, elle est plutôt l'expression du fait que lui-même se considère comme un enfant parmi eux. Il est au milieu d'eux avec une toute petite avance pédagogique, une toute petite avance intellectuelle, mais il les aime comme s'il était l'un des leurs.
Donc c'est un trait de caractère qu'on le retrouve dans toutes ces causeries. Ce côté joueur, farceur, presque naïf, d'un homme qui s'étonne lui-même de ses propres paroles et qui voit dans l'innocence de l'enfance un trésor à préserver. N'étant pas dupe, c'est que enfant, tout innocent qu'on le pense, c'est plein de choses. Et à propos d'enfance, pourquoi pas parler des jeux scolaires, ce que faisait Émile Jacques Dalcroze, toujours dans ses années 30 et toujours sur Radio Genève. Dans certaines institutions, on trouve sur le programme d'études la rubrique Jeux scolaires. J'ai un peu peur qu'un certain nombre d'entre eux soient simplement des jeux utiles, mais un peu ennuyeux. Il se peut qu'ils aient du succès tout de même, car l'enfant préférera toujours une tartine beurrée ou confiturée à du pain tout sec. Mais il est dans sa nature d'aimer mieux un jeu qu'il invente qu'un jeu qu'on lui impose. Selon l'inspiration du moment, il aimera reproduire les gestes, les actions de ses parents, les bruits de la maison, les mouvements des animaux, des autos, des bateaux ou des avions. Dans ces jeux naturels, il peut s'interrompre à volonté lorsque, crac, il s'aperçoit qu'il en a assez. Et il peut les reprendre quand ça lui chante. Mais dans le jeu imposé, dans le jeu scolaire, il est obligé de se concentrer pour obéir au maître, de répéter le jeu jusqu'à ce que tout marche très bien, c'est-à-dire scolairement. Tandis que dans le jeu qu'il imagine, qui sort tout frais, tout pimpant, tout joyeux de sa propre petite vie, si diverse, si mouvementée et si téméraire, il joue pour jouer, sans penser à autre chose qu'au plaisir de s'évader du flot de l'existence courante pour s'y replonger quand il le veut, comme il le veut, et aussi longtemps qu'il veut. Il doit aussi être à la base de la vie scolaire. Combien de fois n'ai-je pas demandé à de petits élèves « Alors mon petit, que t'a dit ton papa au moment des examens en voyant les beaux progrès que tu as faits ?» Et les ai-je entendus me répondre « Mon papa, il n'a rien dit du tout. » Certains naturistes nous donnent les bêtes en exemple. Les bêtes qui parviennent à vivre selon leur goût et leurs besoins sans une éducation spéciale. Il leur suffit, disent-ils, pour que se fortifient leurs muscles, il leur suffit de grimper aux arbres, de se rouler dans l'herbe. Les bêtes, elles n'ont pas besoin de votre gymnastique rythmique, monsieur Jean. Mais nos enfants ne sont pas des bêtes. Ils devront, au cours de leur existence, non seulement avoir de beaux muscles, mais encore savoir varier les 36 000 façons de s'en servir et établir des rapports entre leur dynamisme physique et psychique. Car la vie physique forme, avec la vie intellectuelle et avec la vie animique, une trinité dont les manifestations sont librement associées et, je tiens à répéter le mot admirable de Montaigne, et étroitement cousues ensemble. Coup de gong pour bien intégrer les propos, ma foi, subtils et complexes d'Émile Jacques Dalcroze, qui s'exprimait sur Radio Genève dans les années 35. On n'a pas toujours la date, tout ça n'a pas été référencé au jour près, Blaise du Paquet. C'est très intéressant et là on voit, ou plutôt on entend, combien le bon maître, créateur de l'Institut Jacques Dalcroze, a été nourri de lectures multiples, biologiques, anatomiques, culturelles, combien il s'est imprégné de cette grande culture humaniste qui l'illustre encore.
Effectivement, et on en trouve l'exemple dans la bibliothèque de l'Institut Jacques Dalcroze à la rue de la Terrassière à Genève. C'est-à-dire qu'on a non seulement sa propre bibliothèque, donc on a pu voir de quoi il s'était nourri, et puis comme il l'a indiqué ici, entre autres de Montaigne, mais on a aussi toutes ces notes de cours. Donc on découvre là ces exercices rythmiques qu'il proposait et qu'il renouvelait sans cesse, parce que, à mon avis, c'était pour lui un plaisir d'en inventer. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être publié, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais on va se rendre dans cette bibliothèque maintenant avec Marie-Laure Bachmann, qui a été directrice de l'Institut jusqu'en 2006, de 1990 à 2006, et puis qui nous fait découvrir les trésors de la bibliothèque dalcrozienne. Au micro de Ruth Sheps, le son des choses sur Espace 2 en 1994. Nous sommes actuellement dans la bibliothèque de l'Institut Jacques Dalcroze de Genève, plus particulièrement dans la salle des archives. Marie-Laure Bachmann, alors, qu'y a-t-il exactement dans ces archives ? Exactement, c'est un peu difficile à dire, mais il y a deux choses très importantes. Il y a d'une part la bibliothèque de Jacques Dalcroze qui permet de voir ce qu'il lisait à son époque. Je vois des livres sur l'art, bien sûr, c'est pas fait pour nous étonner. Bien sûr, des livres sur l'éducation, des livres de médecine, des livres sur le rythme, sur la danse. Les confessions de Saint-Augustin aussi. Oui, oui. Et puis je vois un livre de Jacques Dalcroze traduit en italien. Ritmo, musica, educazione. Voilà, le rythme, la musique et l'éducation, qui est la somme de ses articles jusqu'en 1919 et qui a fait l'objet de traductions dans plusieurs langues dès sa première parution. Les ouvrages de pédagogie n'ont pas l'air trop nombreux. Il a écrit une fois qu'il venait de lire un livre de pédagogie qu'il trouvait ça tout à fait inutile, que pour lui, il suffisait de bon sens, de tact et de cœur. Il y a beaucoup de coupures de presse sur la rythmique depuis ses débuts, sur les démonstrations qu'il a faites, notamment à Genève, au Grand Théâtre, ou dans la salle du Faubourg, où il en a donné plusieurs, et dans toute la Suisse et en Europe. Il y a des manuscrits de ses démonstrations. Il y a également les manuscrits de ses leçons. Et ça, c'est un exemple extraordinaire parce que il y a à peu près 99 volumes qui commencent en 1908 et qui s'achèvent en 1945, je pense. Ah oui, de grands cahiers reliés. 45, oui. Voilà, on pourrait peut-être en ouvrir un et puis le regarder un peu plus attentivement. Alors, ce sont d'énormes cahiers reliés dans lesquels il notait intégralement tous les exercices qu'il s'apprêtait à donner à ces diverses classes. Et c'est une mine, un trésor, parce qu'il continuait d'inventer chaque leçon. Bien sûr, certains thèmes d'exercice, domaines d'exercice se retrouvent d'une fois à l'autre ou d'une année à l'autre, mais il n'a jamais répété les mêmes leçons, les mêmes exercices, telles quelles. Il était toujours en recherche, en train de s'adapter soit à la classe qu'il avait, soit au degré qu'il avait. Ici, nous sommes dans des leçons régulières de rythmique, des cours qu'il a donnés à Londres en deuxième année et en première année. Il notait comme ça chaque leçon ? Chaque leçon, et vous voyez dans la marge de certains de ces exercices, il a mis « bon ». C'est des exercices qu'il a trouvés lui-même bons après les avoir faits. À certains endroits, je ne le vois pas ici, mais il a mis trop difficile ou trop compliqué, etc. Il s'autocritiquait à l'occasion. Et pour nous, c'est très précieux de voir quels exercices il a considérés comme bons et ceux qu'il faisait faire à tel niveau et à tel moment. Et c'est un exemple pour beaucoup de gens qui ont tendance plutôt à se fabriquer un cours une fois pour toutes et à le répéter d'une année sur l'autre. Il était tout sauf sclérosé. Oui, alors tout à fait. Et ceci jusqu'à 5 ans avant sa mort, puisque ça va jusqu'à 45 et donc jusqu'à 80 ans, ça a été comme ça. J'ai remarqué qu'il a une très belle écriture aussi. Oui, et tout est écrit donc très distinctement. Les thèmes musicaux sont écrits, les thèmes rythmiques sont écrits. Il a souligné en rouge tout ce qui devait sauter aux yeux. Et puis il a fait ça aussi bien pour le solfège, pour l'improvisation. Dans chacun de ces volumes, vous avez
des centaines et des centaines d'exercices. Est-ce que les professeurs de rythmique d'aujourd'hui s'inspirent de ces exercices? Est-ce qu'ils consultent ces cahiers? Eh bien, je les pousse à le faire. Notamment, j'ai encouragé certains de nos professeurs à faire un peu de recherche là et à sortir certains de ces exercices pour les mettre sur fiche, pour qu'on puisse les publier, pour qu'on puisse les faire connaître. Et puis, il y en a d'autres qui viennent simplement maintenant par curiosité aussi regarder, ouvrir ces livres, prendre des notes et essayer de s'en inspirer. Forcément, on peut pas adapter à la lettre un exercice du moment qu'il est rédigé par quelqu'un d'autre, mais un exercice est la source de plusieurs autres qu'on peut imaginer à son tour, n'est-ce pas? Car chacun de nous, vous le savez bien, chacun de nous possède 2 mois. 2 mois distincts qui ne s'accordent que lorsqu'une volonté soutenue parvient à les faire marcher à l'amble. Au cours de leurs entretiens, parfois l'un d'eux s'exprime in petto, parfois les deux parlent à la fois. Que de tonitruances, que de chuchotements aussi, échangés ainsi journellement entre la folie et la raison, la science et l'instinct, l'art et le bon sens, la politique et la société. Ne sont-ce pas de véritables comédies? Eh bien, nous laisserons Émile Jacques Dalcroze à son point d'interrogation. Et l'on entend que c'est un homme du 19e siècle quand il parle d'instinct. Notamment, cet instinct qu'il a, lui, bridé dans une méthode libératoire, mais néanmoins très culturelle, Blaise du Paquier, peut-être dans cette bibliothèque que nous venons de visiter avec Marie-Laure Bachmann et Ruth Sheps en 1994. Voilà, et puis dans cette bibliothèque, il y a aussi d'autres trésors, c'est-à-dire ses compositions d'avant 1910. Il faut rappeler qu'il est né en 1865, donc en 1910 il est déjà à un certain âge, et une partie de son œuvre derrière lui. Dans cette œuvre, on trouve des opéras, le Festival vaudois, les Jumeaux de Bergame, on trouve cette pièce pour orchestre, le Poème alpestre, mais on trouve aussi des quatuors à cordes, des pièces pour piano, des concertos pour violon. Des concertos pour violon. Tout ça qui a été quelque peu oublié. Donc on peut être reconnaissant, par exemple, à Adriano, le chef d'orchestre Adriano, à la tête de l'Orchestre symphonique de Moscou, d'avoir voulu ressusciter ça dans une collection qui s'appelle Romantique Suisse et qui est publiée par la firme Sterling. Et qu'est-ce que vous nous proposez? Le Poème alpestre dans sa version orchestrale.
Que c'est beau et purifiant. Poème alpestre, Émile Jacques Dalcroze. Non, ce n'est pas lui qui a inspiré la fameuse trompe des quarts postaux. C'est l'ouverture de Guillaume Tell, donc de Rossini. Nous serions plutôt en Allemagne, là, Blaise du Paquier. Oui, on sent bien sûr une influence brucknérienne et même quelque part wagnérienne dans cette évocation extrêmement imagée des sommets et des pics alpestres. C'est un peu pompeux, mais c'est quand même assez rafraîchissant et puis on peut se laisser bercer par ça. Et il y a quelque chose de ce patriotisme bon enfant, quelque part, de Jacques Dalcroze qui s'exprime dans ses notes que je trouve assez émouvant. Ce n'est pas donc de la musique pour enfants. Alors, cette créativité propre à Émile Jacques Dalcroze, elle a pu un peu diviser. Les gens du XXe siècle le verront plutôt comme un conservateur, évidemment, un conservatoire, un conservateur, en tout cas un compositeur qui s'est replié sur certaines valeurs. Vous nous indiquiez qu'il fallait être un tout petit peu subtil. Est-ce qu'en l'écoutant, on va percer cette subtilité ou peut-être les préoccupations de Jacques Dalcroze sur son époque ? Sur son époque, c'est assez étonnant puisque, en fait, grâce à ces chansons qui ont été chantées dans tous les collèges dès 1930, il va devenir une figure référentielle pour la Suisse romande. Et c'est pour ça, évidemment, que Radio Genève va le trouver. Et puis, dans les années 40, la guerre cerne la Suisse et là, on lui demande, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la radio est tenue aussi par le département militaire de la Confédération. Et on va essayer de demander à cette référence qu'est Jacques Dalcroze de redonner un peu de morale aux Suisses apeurés. Et c'est ce qui se passe. Là, il y a une archive extraordinaire qui s'appelle Propos du temps de guerre, où il essaye de redonner de l'espoir aux Suisses à travers une métaphore poétique absolument extraordinaire. Ça se passe le 1er janvier 1939. Et je ne puis m'empêcher de penser à cette traversée du tunnel de Chèvres, au cours de laquelle nous perdons toute notion de temps, d'espace et de clarté, et sentons naître en nous une indéfinissable angoisse. Mais la locomotive siffle joyeusement et le convoi débouche sur l'admirable tableau du lac candide et lumineux, des montagnes penchées maternellement sur les eaux tranquilles, des petits villages groupés comme des troupeaux autour des clochers carillonneurs, des coteaux gonflés de sève, des forêts mystérieuses et profondes, de tous ces parfums, de toutes ces couleurs, de tous ces contrastes, de toute cette vie vibrante et de toute cette joie simple qui anime et qui fait chanter de mille manières notre délicieux pays. On oublie alors l'obscurité où l'on a été plongé. On ne songe plus qu'au bonheur de se retrouver dans la lumière. Ainsi en sera-t-il le jour où les ténèbres qui nous entourent se seront dissipées, où nous reprendrons conscience de nos droits communs et nous pourrons penser sans trouble à un avenir réparateur et consolateur. Nous voulons aspirer à un air saturé de liberté et de vérité. Ne vivons-nous pas dans une forêt de mensonges, qu'il est vrai souvent involontaires, mais nous renoncerons à ergoter sans trêve et nous réapprendrons à penser. Oui, nous réapprendrons à penser. Néanmoins, en cette année 1939, année de tous les dangers avant la catastrophe, Blaise du Paquier, eh bien, l'on sent un Émile Jacques Dalcroze un peu dans les sphères de l'élite. Et ça me fait penser à Jean Giraudoux, le grand dramaturge qui, dans les tout premiers mois de la guerre éclair de 1940, animera sur les ondes de la radiodiffusion française, animera une sorte de souffle patriotique, mais tellement élevé et tellement élitaire que les soldats français qui se battaient sur le front, la ligne Maginot, n'y comprenaient strictement rien. Est-ce un peu le cas avec Émile Jacques Dalcroze, à votre avis ? Oui, il y a certainement quelque chose comme ça, c'est-à-dire que cette espèce d'optimisme, de rigueur qu'on lui impose peut-être et dont il se fait le chantre, a quelque chose d'un peu artificiel. Mais il faut se souvenir aussi que Jacques Dalcroze était très antimilitariste.
Pourquoi ? Parce que l'armée, c'est exactement le contraire de ses conceptions pédagogiques. C'est pas l'armée qui va former les petits bonhommes de demain. Au contraire, c'est la musique, c'est l'art. Donc l'armée, pour lui, c'était le mal absolu. Et en plus, la cause de toutes les guerres. Donc on a un pacifiste en Suisse, patriote, pacifiste, dont l'un n'exclut pas l'autre. On se souvient de ce bon mot, la justice militaire est à la justice, ce que la musique militaire est à la musique. Oui, vous avez raison. Mais d'ailleurs, il a composé des marches, Jacques Dalcroze. Mais c'est des marches de procession, c'est des marches de fête, c'est des marches villageoises, mais c'est pas des marches militaires. Par contre, effectivement, on lui a reproché d'être un peu réactionnaire par rapport aux autres musiques du monde, même si on a vu que c'est la musique arabe qui lui avait donné une impulsion par rapport au rythme. Par contre, ce qui vient d'Amérique lui déplaît un peu, ce qui vient de l'étranger l'embête un peu, et puis ça, on va l'entendre dans cette causerie de 1939. L'esprit du peuple était jadis condensé et stylisé par quelques interprètes d'élite. Aujourd'hui, tout le monde compose des chansons. Chez les bardes, chez les troubadours, chez les chantres rustiques qui les ont suivis, musique et paroles étaient composées par le même individu. Les paroles éveillant une musique adéquate, les mélodies réglant la prosodie et le phrasé réglant les périodes verbales. Or, actuellement, un grand nombre de nos chansonniers adaptent sans doute avec aisance et souvent avec un esprit très souple et très averti, des paroles françaises à des mélodies et à des rythmes d'origine étrangère. Ces adaptations peuvent produire une certaine impression de naturel, mais elles ne révèlent pas le véritable génie de la langue originale. Fort malheureusement, ces chansons étrangères pénètrent peu à peu dans le peuple des provinces et des villages comme dans celui des capitales. Elles courent dans tous les pays de langue française. Elles finissent par remplacer dans le répertoire des familles et des sociétés les chansons simples d'autrefois qui ne réjouissent plus que le cœur des vieilles gens. De même que peu à peu les paysans de certaines provinces ou de certains cantons renoncent aux pittoresques costumes traditionnels pour s'habiller à la mode de Paris ou de Lausanne. De même aussi, les chants du terroir se voient-ils peu à peu abandonnés et remplacés par les refrains des revues américaines à grand spectacle. Le seul moyen de remédier à ce fâcheux état de choses est que nos chansonniers, tout en continuant, sans doute pour le plaisir des publics cosmopolites, à écrire des foxtrots et des ouli-oula rimés, consacrent une partie de leurs efforts de création à écrire paroles et mélodies de chansons où se trouve respectée l'évolution toute naturelle de nos pensées et de nos actes, et dans lesquels chacun de nous puisse se reconnaître tel qu'il est, en vérité, dans sa vie individuelle et nationale, pratique et sentimentale de tous les jours. Mes amis de la radio me demandent de leur expliquer comment je compose personnellement mes chansons. Vous comprendrez, mes chers auditeurs, que j'hésite à satisfaire à leurs désirs. D'abord, il faudrait me creuser la tête pour chercher des causes biologiques, cérébrales et corporelles, organiques, impulsives, empiriques, rationnelles, métaphysiques et métapsychiques et tout le diable et son train de mes productions chansonnières. Je suis bien sûr que ça n'intéressait que quelques très rares spécialistes qui certainement ne troublent jamais par des chansons le silence de leur cabinet. Puis en vérité, je ne sais qu'une chose, c'est ce que je vois, ce qui me frappe, ce que je ne puis pas souffrir et tout ce qui m'émeut dans la nature et chez les hommes me travaille intérieurement pendant quelque temps. Puis un beau jour, prout, s'échappe sans crier gare, et pour parler vaudois, gicle, pour ainsi dire, de mon cerveau sous la forme de chansons. Et vous voyez donc que ma personnalité n'y est pas pour grand-chose. Je
Tiens, on se croirait sur Espace 2. Rose blanche du matin. Ça tombe bien, nous y sommes avec vous, Blaise Dupaquier, l'horloge de sable, pour fêter le centenaire de l'Institut Jacques Dalcroze. Je le rappelle, très présent durant les fêtes de la musique du 20 et 21 juin prochain. On prend rendez-vous. Très présent dans votre rubrique Inouïe aujourd'hui, parce que le bonhomme aurait eu 150 ans et il est mort il y a 65 ans. Voilà. Et puis, comme on l'a entendu, effectivement, ce côté un petit peu paternaliste, un petit peu isolé, un peu patriote. Et puis très mièvre, disons-le. Très mièvre, oui, mais il faut pas se tromper de procès non plus. Très bien. Non, mais c'est vrai, on lui a reproché cette expression que le jazz, c'était des négro-niaiseries. Oui, mais attendez, il dit ça dans les années 40. Oui, et en plus, c'est une fausse interprétation, parce que il dit aussi dans la même chronique, le jazz authentique, ça m'intéresse. Pourquoi ? Parce que le jazz authentique joué par les inventeurs du jazz, c'est-à-dire les Noirs américains, ça c'est intéressant. Ce qu'il n'aime pas, c'est la colonisation rampante de ces rythmes syncopés dans les musiques traditionnelles. Donc, il n'aime pas la world music. Voilà, il n'aime pas la world music. Par anticipation, il n'aime pas déjà les yéyés, il n'aime pas les foxtrots, et il n'aime pas que les compositeurs et chansonniers français introduisent ces rythmes et pervertissent quelque part une tradition musicale qui vient des tréfonds de la civilisation européenne. Oui, mais là, excusez-moi, il est un peu anti-darwinien sur le mode culturel et musical. Qu'est-ce qui est pur en musique? Qu'est-ce qui est pur en art? Mais nous sommes postmodernes, nous mélangeons tout, c'est peut-être pire. On ne va pas faire le procès d'Émile Jacques Dalcroze. À chaque auditeur de se faire son opinion, néanmoins, on instruit sa culture et son parcours. Oui, il faut pas oublier qu'il est mort en 1950, que c'est quand même quelqu'un qui vient du 19e siècle, mais je suis persuadé que s'il avait pu vivre jusqu'à 120 ans, il aurait fini par accepter ce qu'apportaient ces rythmes syncopés, puisque justement, ça correspondait très bien à sa définition rythmicienne de la musique. Rappeur à vos rimes. Tiens, il y a évidemment beaucoup de gens qui à Genève l'ont défendu, c'est ce qu'on va entendre maintenant, je crois, Blaise Dupaquier. Oui, on revient maintenant un peu à son œuvre classique, classicisante, si on veut, et pour en savoir un peu plus sur le sujet, je vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Chamkerten, qui a été bibliothécaire du Conservatoire de Genève, et puis qui a aussi contribué à la connaissance de Jacques Dalcroze, puisqu'il a publié plusieurs essais sur lui. Jacques Chamkerten est bibliothécaire du Conservatoire de Genève. Il travaille à la musicographie de toute l'œuvre musicale de Jacques Dalcroze. C'est une production qui est, il faut bien le dire, colossale. Jacques Dalcroze avait un goût de la création absolument extraordinaire. Et il écrit dans tous les genres, que ce soit l'opéra, que ce soit le concerto, que ce soit de la musique de chambre, et sans tellement se préoccuper, au fond, de la promotion de ses œuvres.
Une bonne partie de son œuvre a été éditée, essentiellement les fameuses chansons qui sont restées connues en Suisse romande, mais aussi en France. Mais il y a tout un pan de sa production qui est resté non publié, inédit. Et malheureusement, dans cette production, eh bien, beaucoup d'œuvres sont perdues. On sait qu'elles ont existé parce qu'on a les programmes de concerts qui subsistent ou des articles de presse, mais tout a disparu. On n'a plus trace de la partition. Parfois même même chez l'éditeur, des choses ont disparu. Des actes entiers de la fête de juin, de la fête de la jeunesse et de la joie sont pour le moment aux abonnés absents. J'espère que c'est quelque chose de provisoire, mais toute la classification de sa musique pose un certain nombre de problèmes qui sont difficiles à résoudre. Vous avez l'impression que le fait que Émile-Jacques Dalcroze a été connu surtout comme pédagogue, rythmicien, homme de scène, a nui à sa réputation de compositeur proprement dit ? Je crois qu'à partir d'un certain moment, il a, il faut bien dire, sacrifié au fond sa carrière de compositeur, mettons de musique de concert. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'ensemble de son œuvre. Ça s'articule très nettement en deux parties distinctes. Vous avez de 1885 à peu près, le moment où il a composé ses premières œuvres, jusqu'à 1910, à la date à laquelle il est parti, donc en Allemagne, à Ellerau, dans cet institut de rythmique qui avait été créé à cette époque-là. Et toute cette première partie de sa production, eh bien c'est là qu'on trouve les œuvres au fond les plus ambitieuses sur le plan musical. C'est-à-dire que c'est là qu'on a les opéras, qu'on a les deux concertos de violon, qu'on a des grandes œuvres vocales, qu'on a des cantates, des oratorios. Et puis, dans la deuxième partie, si on veut, depuis 1910 jusqu'à sa mort, eh bien, on a toujours de la musique de chambre, on a de la musique de piano, voire un peu de musique symphonique, mais ça correspond toujours au fond à un problème rythmique où il y a toujours une volonté pédagogique sous-jacente. C'est aussi dans cette deuxième partie de sa production, de son œuvre, que Jacques Dalcroze va composer l'essentiel de ses grands festivals, de ses Festspiele, pour reprendre ce mot un peu barbare mais typiquement helvétique, et les jeux musicaux pour enfants comme Le Petit Roi qui pleure, Le Joli Jeu des 16 ans, mais qui ont toujours un rapport avec quelque chose d'éducatif. Ce qui l'obsédait, au fond, c'était le rapport de la musique au corps humain, à la vie dans son ensemble. Absolument, mais il ne faudrait pas en déduire qu'au fond, les œuvres postérieures à 1910-1920 sont moins intéressantes. Il y a des choses, comme on pourra l'entendre d'ailleurs tout à l'heure, du plus haut intérêt. Mais je crois que les œuvres les plus ambitieuses, bien, elles sont toutes dans la première partie de son œuvre. Quelques accords signés Émile-Jacques Dalcroze, défendus à l'instant par Jacques Chamkerten au micro de Ruud Scheps dans ce grand portrait qu'Espace 2 procès du compositeur genevois en 1994 dans Le Son des choses. Et là, on voit déjà la complexité, ou en tout cas, une œuvre à redécouvrir sans cesse. Une œuvre à redécouvrir et qu'il a léguée par testament public à son fils Gabriel Jacques Dalcroze en lui demandant d'en prendre soin et de la gérer. Gabriel Jacques Dalcroze, qui se souvient très bien de ses années d'enfance en compagnie de ce père excentrique, extrêmement farceur et drôle, et qui lui a inculqué non le don de la musique, puisqu'il n'est pas devenu musicien mais avocat, mais c'est une autre musique, de faire du droit. J'avoue qu'il... mais qui, malgré tout, lui a montré la voie de l'écoute, de la sensibilité musicale, et en plus qui lui a légué le dur travail de gérer cet héritage musical important. Ça, c'est un peu l'Émile-Jacques Dalcroze intime, révélé donc par son fils Gabriel, en 1965, lors du centenaire de la naissance du bonhomme. Parlons un peu des enfants. Il est connu que Jacques Dalcroze adorait les enfants, les comprenait. Est-ce que vous-même, vous avez par exemple maintenant des grandes personnes qui se souviennent de Jacques Dalcroze lorsqu'ils étaient eux-mêmes gosses, et qui vous en parlent? Ah oui, c'est très souvent. Très très souvent, et c'est même souvent assez difficile pour moi parce que
ces gens s'imaginent que je les connaisse parce qu'ils connaissaient mon père. Et d'autre part, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont changé et qu'alors c'est plus difficile. D'ailleurs, vous parlez justement de ces grandes personnes qui ont continué à, on peut dire, vénérer mon père. Ça me rappelle la petite anecdote suivante qui est assez amusante, c'est que très souvent, mon père voyait un monsieur avec d'âge mûr, ou une dame d'un âge également respectable, qui lui disent « Ah, monsieur Jacques, vous me reconnaissez ?» Mon père, évidemment, disait « Écoutez, pas tout de suite, non. Mais enfin, vous devez bien vous rappeler, c'est moi qui faisais la petite fille la petite fille de 3 ans dans le festival vaudois, etc. » Ces gens ne se rendaient pas du tout compte qu'un certain changement, évidemment, s'était produit depuis cette époque. Ils voyaient vieillir votre père, mais ils ne se voyaient pas vieillir eux-mêmes. La vieillesse de votre père a-t-elle été difficile? Si j'en juge d'après son attitude, elle n'a pas été difficile parce qu'il ne s'est jamais plaint. D'autre part, il était extrêmement occupé, il s'est toujours occupé, il a écrit jusqu'au dernier moment, il prenait des notes, il composait, il recevait des visites, ce qui fait que je ne pense pas qu'il ait eu une vieillesse trop pénible, quoique évidemment, pour un homme qui s'est consacré au rythme, le fait d'être assez immobilisé devait évidemment être pénible. Votre père était-il préoccupé par des questions religieuses? À franchement parler, pas. Naturellement, dans ses chansons, il a parlé de Dieu ou de problèmes religieux, mais si j'en fais appel à mes souvenirs, en famille, c'est une question que nous n'avons pas abordée. Et pour vous donner un exemple, j'ai fait en somme mon catéchisme j'ai été baptisé à l'âge de 18 ans. Ça vient peut-être aussi du fait que ma mère était catholique au départ, pas pratiquante par la suite, était catholique, lui était issu d'une famille de pasteurs. Évidemment, ça peut poser des problèmes et c'est peut-être la raison pour laquelle la religion ne paraissait pas au centre de ses préoccupations. Des anecdotes. Vous devez certainement en connaître. Votre père était malicieux. Était-il un farceur? Oui, il était extrêmement farceur et je pense qu'il l'est toujours resté parce que, alors qu'il était déjà un personnage important, notamment, c'était en Angleterre, il y avait un dîner en son honneur qui était donné par l'association des musiciens anglais, enfin quelque chose de très officiel, et comme ça peut être officiel en Angleterre, et on lui a donné la parole. Et il a fait tout un discours en anglais que personne n'a compris, pour la raison très simple que mon père ne parlait pas l'anglais, et simplement il imitait l'anglais, et vous pouvez juger de la stupéfaction des gens qui se demandaient quel était l'idiome inconnu d'eux que parlait mon père. Voilà, on peut parler l'anglais un peu comme cet accordéoniste, Hans Hansler. Oui, on peut borborigmer, si je puis dire, de cette façon, sans vraiment se moquer de ces musiciens anglais qui l'accueillaient. Mais c'est tout à fait étonnant. Ça nous montre qu'il y a chez Émile Jacques Dalcroze un petit côté de Chaplin, quand lui-même invente une langue et danse dessus, rythmicien, d'une certaine façon. Mais oui, et puis ça transparaît aussi dans les nombreuses photographies qu'on a de lui, où on voit que c'est quelqu'un qui prête beaucoup d'attention à son apparence et qui se présente toujours comme un acteur de sa propre histoire, quelque part. Oui, mais alors qu'il fait tellement belle époque, sorti donc de d'une cartothèque, ses petites moustaches, sa barbe, on le voit même un peu aigriard, Émile Jacques Dalcroze. Et c'est très bien de nous montrer l'autre côté du personnage. Alors comment conclure? Après ce si long parcours, et nous étions bien sûr dans certains raccourcis, malgré votre souci, Blaise du Paquier, de déplier ce parcours créatif. Moi, j'aimerais conclure en revenant à son amour de l'enfance et des enfants. C'est quand même une grosse partie de sa vie, puisque toutes ses chansons sont, bien sûr, dédiées à des chœurs, mais surtout à des chœurs d'enfants. Et la reconnaissance des enfants vis-à-vis de sa production, je crois, lui a procuré un énorme plaisir.
Et là, on se retrouve en 1947, donc 3 ans avant sa mort, et un intervieweur français d'une radio française, c'est une archive qui est très très mal documentée. Oui, ça doit être la radiodiffusion française. Voilà, lui dit, mais qu'est-ce que vous voudriez dire à ces enfants? Et c'est émouvant, ce sera comme un adieu. Quelquefois, l'occasion d'entendre le soir des enfants ou bien des petites filles sortaient des magasins ou des machines comme ça, chanter mes chansons. Et puis alors surtout, le grand nombre de lettres que je reçois de fois. Ah oui. Oui. Vous recevez encore énormément de lettres. Des enfants vous écrivent ou bien des... Il y a des enfants, des classes, qui m'écrivent. Alors ici, une vingtaine, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vos petits amis. Vos petits amis, oui, c'est vous. C'est vous qui êtes leur vieil ami. Bon, dites-moi un peu, si vous parlez si gentiment des enfants de l'école de France, mon bon maître, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Je vais simplement vous demander un petit mot. Demain, dans toute la France, les enfants vont rentrer à l'école. C'est la rentrée des classes. Et vous voulez bien leur dire un petit mot pour les encourager un petit peu à travailler ou à chanter vos chansons, ce que vous voudrez. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à nos bons petits enfants de France? Écoutez, mes petits amis, si je vous appelle mes petits amis, c'est que je vous connais, bien que peut-être vous ne me connaissiez pas, mais j'ai fait des chansons pour vous. Et je les ai entendues chanter en France. Et j'aime la France, et je vous aime aussi parce que vous êtes français. Et je vous souhaite une bonne fête, et surtout, n'est-ce pas, un bon travail. Et puis, tâchez de penser quelquefois à moi. Moi, je pense très souvent à vous. Et puis, je vous embrasse de tout mon cœur. Bon, et vous ne leur faites plus de chansons maintenant, mon beau maître, c'est fini, non? Si, il va paraître dans quelque temps 12 nouvelles chansons. Des chansons animées, avec gestes. Ah, bon, très bien. Oui, parce qu'il faut que les petits-enfants sachent que maintenant vous êtes consacré à Genève à une école rythmique, n'est-ce pas, où vous alliez le geste à la parole, enfin à la musique, n'est-ce pas, les 3 choses que vous alliez d'ailleurs très rapidement, comme vous l'avez fait toujours dans vos chansons. Oui. Alors c'est un recueil de ce genre qui va paraître. Oui. Eh bien, mon bon maître, je vous félicite encore de cette activité qui montre que vous êtes aussi jeune en somme que les enfants auxquels vous vous adressez. Et je vous souhaite de vous occuper d'eux encore longtemps, de manière à ce que tous les petits-enfants de France puissent un jour, peut-être en passant à Genève, venir vous embrasser pour les remercier de ce que vous avez fait pour eux. Merci, mon bon maître. Je les attends. Oui. Vos petits frères que Oui, on a laissé ce petit commentaire final. Le micro n'était pas coupé. On aime beaucoup ça quand on plonge dans les documents de notre mémoire radiophonique. Oui, en 1947, il avait 82 ans. Il lui restera donc 3 ans à vivre. Et là, on sent un homme vraiment du passé qui va tourner une page, qui va quitter ce XXe siècle en 1950, ce siècle qui reprend forme ou qui reprend souffle dans l'après-guerre. Voilà, on peut se poser la question aussi de l'héritage qu'il laisse. Est-ce qu'il y a des repreneurs de cette démarche? Alors bien sûr, il y a l'Institut Jacques Dalcroze qui fonctionne toujours et qui a étoffé son offre depuis sa mort avec différents diplômes, différents niveaux. Ça, c'est très intéressant et vous pouvez toujours aller voir sur le site de l'Institut ce qu'il en est. Mais est-ce qu'au niveau de la composition, et je pense particulièrement aux chansons, est-ce qu'il y a un héritage pour la chanson folklorique, populaire, romande? Est-ce que quelqu'un a repris le flambeau? Ça, je ne saurais le dire. Je pense qu'il y a des gens qui essayent, mais quand on voit comment le nouvel hymne national veut être remis à la sauce moderne, j'ai quelques doutes. Eh bien, laissons le doute planer à la fin de ce portrait que vous nous proposiez dans votre rubrique Inouï. La dernière de ce semestre, on vous réentendra dans les nouvelles diffusions de l'été. Et en septembre, eh bien, vous nous revenez avec un portrait tout neuf. Difficile évidemment de dire lequel, c'est un peu lointain. Je vous en laisserai le soin et je vous remercie beaucoup encore, Blaise. Alors vous vous rendrez, vous faites de la musique pour écouter ce que l'Institut Jacques Dalcroze a à offrir aux petits Genevois? Oh, bien sûr, maintenant je ne peux pas faire autrement. D'accord. Au revoir, bel été, Blaise. Bel été à vous, Christian.
Quelques mesures du deuxième concerto pour violon d'Émile Jacques Dalcroze, bien sûr, par l'Orchestre symphonique de Moscou, Zamouroeff en soliste et Anissimov. Jacques Dalcroze dans la rubrique Inouï de Blaise Dupaquier, c'était une proposition de Christian Tchoka dans une réalisation signée Marc Frochot. Musique encore, le Kammerkonzert d'Albenberg dans Disques en lice et dans un instant. Vous écoutez Espace 2, vous faites bien, il est 15h, le temps de vous informer.